Salut les amis, c'est Ludo, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et il va s'agir d'un update lecture. Je vous l'avais dit la dernière fois, on a pas mal de retard dans les updates lecture et donc je vous en avais proposé deux il n'y a pas si longtemps que ça. Je vous en repropose deux. Je ne sais pas trop s'ils seront tous les deux cette semaine-ci ou un aujourd'hui et l'autre la semaine prochaine. On verra bien, mais en tout cas, je commence à rattraper tout doucement le retard de tous les livres que j'avais à vous présenter. Et certains le diront et ils auront raison, il est temps. Alors, si ça vous intéresse, dans cette vidéo-ci, on a un young adulte, on a deux romances et on a un thriller. Et pour pas que la vidéo dure trop longtemps, le premier livre dont je vais vous parler, il s'agit du Piège de l'innocence de Kelly York aux éditions Pocket Jeunesse. Alors ce livre-là, vous en souvenez peut-être, c'était un cadeau de moi à moi pour Noël. Et lorsque je vous l'avais présenté, je vous avais dit qu'il ne resterait pas longtemps dans ma palle, et j'avais bien raison puisque je l'avais sorti lors de la dernière édition du Week-end à 1000 qui était au mois de février je pense, ou au mois de janvier, je ne sais plus vraiment. Et je dois dire que j'ai vraiment adoré ce roman. J'ai passé un excellent moment. Et surtout, je me suis pris d'affection vraiment pour tous les personnages. Je les ai tous trouvés très réussis et ils avaient tous leur petit caractère qui ont réussi à vraiment me transporter et à me prendre avec. J'ai adoré Vic. Qui est peut-être celui qui m'a le plus touché, puisque c'est un gamin qui n'a pas vraiment beaucoup de chance dans sa vie. Sa mère est désastreuse, elle ne s'occupe absolument pas bien de lui, ses notes à l'école ne sont pas fameuses, et puis surtout il est dans l'ombre de son meilleur ami Brett. Et donc voilà, il n'a pas grand-chose pour lui, le pauvre. Il fait comme il peut, il s'en sort comme il peut. Et c'est pas facile tous les jours. À côté de ça, on a Brett, qui lui est tout le contraire. Il est populaire, tout le monde l'aime bien, tout le monde veut être avec lui. Il s'en sort pas mal à l'école, il est même plutôt brillant. Et puis je l'aimais beaucoup, Brett, ne fût-ce que pour ce qu'il faisait avec Vic, parce qu'il était ami avec Vic, et Vic, comme il est un peu dans l'ombre, Brett l'aide à rester avec lui, il l'invite dans les soirées un peu plus cotées, les soirées où tout le monde veut aller, etc. Donc au départ, j'aimais beaucoup Brett. Évidemment, ça change plus tard, quand on apprend un peu plus de l'histoire. Mon avis avec Brett a changé, je ne vous en dirai pas plus pour pas vous spoiler. Mais mon avis envers Brett a changé du tout, je vous le dis tout de suite, voilà. Et puis on a Autumn aussi, qui est une fille vraiment sympathique, dont Vic est amoureux d'ailleurs. Autumn, c'est vraiment l'amie, voilà, l'amie de tout le monde. Elle aide tout le monde, elle remonte le moral de tout le monde. C'est l'une des premières à croire à l'innocence de Vic, puisque je vous le rappelle quand même, l'histoire de ce roman, c'est Vic qui décide d'aider une jeune fille qui est bourrée dans une soirée à la ramener chez elle, et le lendemain, cette jeune fille porte plainte pour viol, et évidemment le premier suspect du viol c'est Vic. Donc Autumn, c'est la première à croire, plus ou moins, en tout cas elle lui donne le bénéfice du doute sur l'innocence de Vic. C'est la meilleure amie de Callie, c'est elle qui aide Callie à s'en sortir. Bref, elle est vraiment là un peu pour tout le monde. Et puis bah Callie, la pauvre Callie, bah, c'est la jeune femme qui se fait violer. Je l'ai trouvée assez bien combattante. Elle se laisse pas faire, elle se laisse pas tomber, elle se laisse pas aller. Évidemment, elle n'a pas facile, mais elle ne s'effondre pas non plus. Donc voilà, j'ai vraiment beaucoup aimé tous les personnages que j'ai trouvé, je vous l'ai dit, réussis. Et puis surtout, ce qui marche bien avec ce bouquin, c'est quand même le thème principal, qui est quand même le viol, qui est peut-être l'une des choses les plus barbares et les plus monstrueuses qu'un homme puisse faire.
moi, ça me sidère toujours que ça existe, vraiment. Voilà. Si le viol n'était qu'un truc inventé dans les livres, etc., on s'en sortirait bien. Malheureusement, ça existe dans la réalité. Et voilà, moi, ça me sidère toujours de me dire que ça existe, qu'au moment où je parle, là, maintenant, ça se passe quelque part dans le monde, ça me glace le sang, ça me... Comment, quoi? Comment peut-on faire ça? Enfin bref, c'est un autre débat, on pourrait en débattre longtemps, enfin quoique, il n'y a pas de débat, enfin, je m'éloigne du sujet de cette vidéo. Sinon, pour le style, bah, c'est du PKJ pur jus, hein, c'est écrit assez grand, avec des grandes interlignes, avec des grands espaces, etc. Ça se lit très vite, je l'ai bouffé en une journée, évidemment, parce que c'était pour le challenge du Week-end à 1000. Le seul petit défaut de ce roman qu'on pourrait trouver, c'est qu'il est assez plat, il est assez calme, il n'y a pas de scène de ouf, il n'y a pas de scène de waouh, magique, machin, bidule, bazar, que ça explose dans tous les sens. Mais c'est un petit défaut et c'est vraiment si je dois chipoter. En tout cas, j'ai passé un très bon moment et si vous cherchez un bon young adulte, je vous le conseille. Ensuite, j'ai lu Mr. B, c'est la saison 4 de Up in the Air, c'est écrit par R.K. Lailey et c'est aux éditions Hugo Roman dans leur collection New Romance. Alors quand j'ai su que ce petit tome, quand j'ai su que ce tome bonus allait sortir, la première fois, j'étais partagée. Je suis pas toujours pour les tomes bonus. C'est pas toujours facile de se dire est-ce que c'est réellement important ou est-ce que c'est plutôt du marketing pour faire vendre un livre, etc. Donc j'étais plutôt partagée et puis finalement petit à petit c'est l'excitation qui a pris le pas sur tout le reste et quand je l'ai reçu j'ai été vraiment vraiment très content et autant vous le dire tout de suite, j'ai adoré ce tome. Ça permet enfin de savoir ce qu'il se passe dans la tête de Stéphane et de James, euh, de savoir ce qu'ils pensent vraiment, vraiment, et puis de se rendre compte à quel point ils aiment Bianca. Évidemment, grâce à la saga originale, on savait déjà très bien qu'ils aimaient vraiment, réellement Bianca, mais là, on s'en rend vraiment compte. Et puis moi, je sais pas vous, mais j'aime bien savoir ce que les gens pensent. Souvent, je vais encore sortir du cadre de la vidéo, mais moi j'adore me mettre à une terrasse, boire un verre et regarder les gens passer. Et je ne pousse pas le vice jusqu'à me demander, jusqu'à inventer ce qu'ils peuvent penser, mais je suis toujours là en train de me dire, tiens, à quoi il pense celui-là? Il a l'air heureux, il n'a pas l'air heureux, machin bidule, il a l'air de passer une mauvaise journée, etc. Donc voilà, moi le truc du en savoir plus sur des personnages qu'on a lus pendant 3 tomes, mais dont on ne savait pas plus que ça ce qu'ils pensaient, moi ça me plaît toujours énormément. Autre point positif dans ce genre de bouquin, c'est que on sait ce qui se passe quand Bianca n'est pas là. Alors, c'est bien parce qu'on sait ce qui se passe quand elle n'est pas là, notamment quand elle se retrouve à l'hôpital. Je n'en dirai pas plus. Si vous avez lu la trilogie, vous savez de quoi je parle. Et c'est un petit défaut aussi parce que du coup, c'est juste le petit défaut de ce bouquin, c'est qu'on a parfois du mal à se situer de où on est, à quel moment, etc. Puisque forcément, ce sont des situations qu'on a déjà vécues du point de vue de Bianca et quand elle était là. Et là, parfois, on se dit, attends, ça se situe où ça? Ah oui, ça c'était là, machin bidule. Ah oui, ça se passe avant ça. Ah non, on est après ça. Bref, moi, ça me dérange, déranger c'est un grand mot, mais c'est pas toujours facile de s'y retrouver, c'est juste le petit défaut. Encore une fois, c'est un peu de chipotage, mais quand je chronique un livre, j'aime bien donner ses points forts et j'aime bien toujours trouver un petit défaut. Donc voilà, ça serait le petit défaut de ce bouquin. Et puis, ben, je dois l'avouer, je commence à avoir un peu honte. J'ai pleuré encore une fois. Je pleure tout le temps finalement. Mais il y a 3 moments dans ce bouquin. La fin déjà qui m'a tiré une larme. D'ailleurs quand j'ai refermé le bouquin j'ai eu le sourire pendant un bon moment.
Et puis il y a deux cérémonies. Des cérémonies, quelle cérémonie! Je n'en dirai pas plus, mais ces deux cérémonies avec les discours des témoins, c'était juste ouvrez les vannes et vas-y pleure Ludo, tu as le temps de pleurer. Heureusement que j'étais dans mon salon, j'ai pas eu la honte de ma vie. Ensuite, j'ai lu Sexy Lovers, le tome 2 sous influence, écrit par Emma Chase, toujours chez Hugo dans la collection New Romance. Et je vous le dis tout de suite, ce livre est une bombe. Vous vous souvenez peut-être que je vous avais parlé de Sexy Lovers, que j'avais plutôt bien aimé, mais pas plus que ça. Voilà, c'était une bonne romance, mais pas extraordinaire. Celui-ci, par contre, qu'est-ce que j'ai aimé! Qu'est-ce que j'ai aimé. Alors déjà, à la base, j'avais hâte de le recevoir, puisque j'avais plutôt bien aimé le premier tome. Mais alors celui-ci, il surclasse tout. Ici, on a Jake et Chelsea. Et déjà, ça commence bien, leur rencontre. Moi, j'avais l'impression de vivre une scène de cinéma quand les deux se rencontrent comme ça. En fait, c'est Jake qui va sonner chez Chelsea. Et on peut dire que la rencontre ne se passe pas dans les meilleures conditions possibles, puisque Jake vient chez Chelsea pour lui dire qu'un de ses enfants a fait une bêtise. Mais voilà, j'ai trouvé ça, je sais pas, il s'est passé un petit feeling, un petit quelque chose pendant leur rencontre où je me suis dit, oh, ils vont être trop mignons ces deux-là. Donc voilà, déjà là, j'étais déjà au sommet, j'étais déjà tout content, j'étais déjà tout heureux. Chelsea, c'est une femme forte qui ne se laisse pas faire, qui ne se laisse pas marcher sur les pieds, qui est indépendante et puis elle fait partie, elle a une abnégation sans borne. Rendez-vous compte, elle élève toute seule 6 enfants. Donc voilà, elle est toujours submergée, elle est toujours sur le pont, elle est toujours occupée, elle ne se plaint jamais, enfin c'est vraiment une femme forte, girl power à fond. Jake, lui, ben, il est avocat, un métier que j'admire toujours autant. Et puis surtout, Jake, il est d'une gentillesse, mais d'une gentillesse incroyable. Alors au début, évidemment, c'est le type du je couche un peu à droite à gauche, je ne fais pas vraiment attention, je m'en fous un peu, etc. J'ai pas envie d'un truc sérieux, etc. Mais il change très vite d'avis, il est toujours disponible pour Chelsea et les enfants, et puis surtout il accepte ses enfants, parce que c'est bien beau de tomber amoureux, mais quand on tombe amoureux de quelqu'un qui a 6 enfants, il faut encore accepter les 6 enfants quand même. Je suis pas sûr que moi je serais partant pour sortir avec quelqu'un qui a 6 gosses. Mais lui, il accepte les gosses, il devient un vrai père pour eux, et c'est vraiment trop, trop mignon. D'ailleurs, les 6 gosses sont trop mignons, mais alors trop mignons. Mon petit cœur de guimauve a complètement fondu avec ces enfants. C'est vraiment une bonne idée de l'auteur d'avoir introduit ces enfants. Moi, j'ai passé un excellent moment avec Chelsea, Jake et les enfants. J'ai pas vu le temps passer, franchement, et je trouve qu'il faudrait plus de romances comme ça avec des enfants. Et puis même avec la spontanéité de ces gosses, avec leur... Ce sont des gosses, quoi. Voilà, c'est vraiment, vraiment tout, je trouve. Puis ce qui est sympa aussi, c'est qu'on retrouve Stanton et Sophia, le couple du premier tome. Voilà, c'est toujours sympa. Évidemment, ils ne sont pas les personnages principaux de ce tome-ci, mais on les voit passer de temps en temps. C'est toujours intéressant, je trouve, de les voir, puisque ça se passe après le premier tome, donc on les voit grandir en même temps. Pour une fois, dans un Hugo, il n'y a pas les points de vue alternatifs, une fois Jake, une fois Chelsea, une fois Jake, une fois Chelsea. Et pour une fois, j'ai regretté. Voilà, d'habitude, il y en a, je suis content, il y en a pas, je m'en fous. Ici, j'ai regretté parce que je dois avouer que je me suis demandé plusieurs fois ce que Chelsea pensait. Mais voilà, c'est pas très très grave non plus. Et puis la fin m'a laissé assez... J'étais content. Euh, Évidemment, elle est mignonne comme toutes les romances, etc. Mais j'étais plutôt content parce qu'il y a un changement professionnel pour Stanton, Jake et Brent.
Et j'ai trouvé ça une bonne idée. Je trouve que Emma Chase, l'auteur, a eu que des bonnes idées dans ce tome-ci. Voilà, donc c'est vraiment le meilleur de la trilogie, en tout cas originale, parce qu'il y aura un petit bonus que j'ai déjà lu, mais je vous en reparle plus tard, mais en tout cas je vous le conseille fortement. Je pense qu'on pourrait bien le lire sans les autres, donc si vous n'avez pas envie de vous faire la trilogie complète et que vous voulez en lire qu'un seul, je vous conseille celui-ci, bien que c'est toujours mieux de lire la saga complète. Enfin, j'ai lu l'affaire Cendrillon de Marie Ginsclark et à l'affaire Burke ici au livre de poche. Donc vous le savez, cette saga, donc vous le savez, c'est une saga que j'aime beaucoup. J'ai déjà lu le tome 2 et le tome 3 et j'ai enfin lu le tome 1. Oui, je ne fais jamais rien comme tout le monde. Ça va devenir compliqué de vous dire des choses inédites sur cette saga que je ne vous ai pas encore dit, puisque je vous ai déjà parlé des 2 autres tomes. Disons qu'ici c'était vraiment très sympa de découvrir les prémices, les premiers pas, les rencontres. Je dois dire que la rencontre entre les différents personnages se font assez facilement, se font sans, on ne s'en rend pas compte, ils sont très bien introduits dans l'univers. Donc voilà, j'aime encore plus cette saga après avoir lu ce tome 1 parce que je sais pas, ça se fait naturellement, ça se fait, on ne sent pas les trucs venir, on ne sent pas, c'est fluide, c'est sympa, c'est relax, voilà, tranquille quoi. Ça m'a étonné parce que je m'attendais à ce que dans ce premier tome, ça soit la première affaire dont s'occupe Laurie et son équipe, et en fait c'est pas du tout le cas. Alors au début ça m'a étonné, ça m'a même un peu déçu parce que je voulais vraiment découvrir les premiers pas, etc. Et puis en réfléchissant un petit peu, je me suis dit bah oui c'est logique parce que si l'auteur aurait dû tout, vraiment tout mettre en place comme si on arrivait au tout début, bah le livre il ferait 900 pages au lieu des 400 quoi. Donc ça aurait fait une fameuse brique, ça aurait été lourd, ça aurait été lent. Donc finalement, en réfléchissant un petit peu, j'étais moins déçu parce que ça m'a semblé plus logique. Comme quoi dans la vie, il faut réfléchir. Ah, il n'y a pas de miracle. Ce qui m'a aussi un petit peu étonné, c'est qu'il y a plus d'action dans celui-ci que dans les 2 autres. En tout cas, j'ai trouvé, il y a plus de meurtres, il y a plus de sang, il y a plus de boum boum boum. En plus, au milieu de tout ça, il y a une secte un petit peu spéciale, une secte religieuse au milieu de tout ce schmilblick machin bidule. Il y a beaucoup de suspects et comme d'habitude, je n'ai pas trouvé. D'ailleurs, ça commence à me désespérer parce que c'est quand même le genre de petit policier sympa qui casse pas 3 pattes à un canard et qui n'est pas très compliqué. Et même dans les policiers simples, je ne trouve pas le coupable. Voilà. Ah, je dois vraiment être blond. Ça me désespère de temps en temps, mais d'un autre côté, je me dis, bah tant mieux, parce que si on découvrirait la vérité dans tous les romans, ça serait pas aussi drôle que ça. Et puis, le thème principal m'a encore une fois plu, puisqu'il s'agit d'une mère dont la fille a été assassinée il y a 20 ans, et on ne sait pas qui a fait ça, on ne sait pas ce qui s'est réellement passé, etc. Et moi, vous le savez, c'est un thème qui me plaît toujours beaucoup, ce thème de l'enfant, ce thème des années qui passent sans qu'on sache ce qui s'est vraiment passé, je sais pas, je peux pas m'empêcher de me mettre à la place des parents et de me dire, mon Dieu, ça doit être affreux. Donc ça a encore une fois très bien fonctionné pour moi. Le seul défaut dans ce roman, je trouve, c'est qu'on nous donne le coupable une page trop tôt. Voilà. Alors oui, je sais, ça fait bête, une page, ça fait con, ça fait un peu monsieur cherche les défauts. Mais je trouve que la révélation, je trouve que le choc aurait été beaucoup plus gros si l'auteur avait attendu quelques lignes ou une page pour nous révéler le coupable. Mais voilà, ça ne m'a pas empêché de beaucoup aimer ce roman. Tout ce qui me chagrine avec ce roman, c'est que maintenant j'ai lu les 3 tomes qui sont sortis, qu'il n'y a plus d'inédits. Et c'est bien dommage parce que j'aime vraiment beaucoup ces policiers. Et si vous ne lisez pas souvent des policiers, si vous voulez tenter une fois quelque chose de pas très compliqué,
ou pour vous mettre le pied à l'étrier. Je vous conseille vraiment cette saga. En plus, le premier tome, vous le voyez, est sorti en format poche, donc c'est parfait. Je vous la conseille fortement. Moi, c'est une saga que j'aime beaucoup, beaucoup. Et c'est d'ailleurs avec cette saga que j'aime beaucoup, beaucoup que je vais finir cette update. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, à la partager. N'hésitez pas à la commenter non plus. C'est toujours un plaisir de vous lire. N'hésitez pas à vous abonner non plus. C'est gratuit et ça fait toujours plaisir. On est de plus en plus nombreux et c'est vraiment très très cool. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. D'ici là, prenez soin de vous et de ceux que vous aimez. Ciao.